Tout ce que vous pensez savoir sur le Big Bang est fondamentalement erroné ou, au minimum, extrêmement incomplet et désespérément dépassé dans la version simplifiée qui est généralement servie au public. Non pas parce que les découvertes de base étaient fausses, mais parce que la cosmologie moderne est allée bien plus loin que l'image scolaire. Ce n'est pas le domaine de spéculation marginale ni de théories pseudo-scientifiques facilement réfutables. Nous parlons strictement du courant dominant de la physique théorique contemporaine, qui contraste fortement avec les récits soigneusement et souvent excessivement simplifiés qui subsistent dans les vieux manuels. La découverte qui change la conscience et qu'il faut assimiler dès maintenant est la suivante. Un nombre croissant de physiciens et cosmologistes reconnus ne considèrent plus le Big Bang comme le commencement absolu de l'existence même. Ils y voient seulement le début de la phase chaude observable de notre univers, la période la plus ancienne que nous puissions décrire avec certitude grâce à une physique éprouvée. Cela demande une profonde réflexion. Le Big Bang, cet événement grandiose qui définit notre existence cosmique, n'a pas nécessairement été le commencement de tout ce qui existe. S'il n'a pas été le véritable point de genèse, qu'était-il réellement? Quel événement ou transition physique a été ce bang qui a lancé notre univers? Une singularité mathématique, un point infiniment dense où toutes les lois de la physique cessent de fonctionner? Une émergence à partir du néant absolu, une fluctuation quantique dans le vide véritable? Ou bien était-ce quelque chose de complètement différent, une transformation à l'intérieur d'une structure cosmique déjà existante? Restez pleinement impliqués, car à la fin de cette plongée vous posséderez une compréhension de la cosmologie qui dépasse de très loin la version introductive standard à laquelle la plupart des gens sont exposés. La quête de la vérité sur l'origine de l'univers est inexorable. Chaque clic, chaque instant d'attention soutenue soutient cette aspiration vitale à connaître l'inconnu. Avant de plonger dans la réinterprétation moderne radicale du Big Bang, nous devons remonter le temps et retracer le chemin de la curiosité humaine. Pendant des millénaires, l'humanité a instinctivement contemplé le ciel nocturne, tourmenté par une seule question profonde, d'où tout cela vient-il? Les philosophes grecs antiques, se fondant uniquement sur l'observation et la logique, imaginaient un univers infini dans l'espace et éternel dans le temps. Dans d'autres traditions anciennes, comme la cosmologie hindoue, l'univers traversait des cycles infinis de création, destruction et renaissance, une immense respiration cosmique précédant et suivant tout ce qui existe. Puis, en cette année fatidique de 1687, le monde des sciences naturelles fut bouleversé à jamais par la publication des « Principes mathématiques de la philosophie naturelle » d'un génie de 44 ans, Isaac Newton. Son ouvrage démontra avec une rigueur mathématique inédite que les mêmes lois précises du mouvement s'appliquent sur Terre comme dans les cieux. La conception de la gravitation universelle fut formellement établie. Mais cette réalisation grandiose plaça immédiatement Newton face à un paradoxe colossal et inéluctable. Si la gravité fait s'attirer toute chose vers toute chose, pourquoi l'univers ne s'est-il pas déjà effondré en un seul point de densité infinie? La seule solution mathématiquement possible était de supposer un univers réellement infini, illimité et dépourvu de centre. Dans un tel univers, l'attraction dans une direction serait infiniment contrebalancée par la matière infinie dans la direction opposée. Ainsi naquit le modèle de l'univers stationnaire, une cosmologie d'équilibre éternel. Une immensité infinie qui ne change jamais, ne croît ni ne se contracte, demeurant dans un état d'immuabilité éternelle. Pendant plus de 2 siècles, ce modèle régna sans partage sur la pensée scientifique, formant le fondement de la compréhension du cosmos. Pourtant, à sa base une faille simple mais destructrice et découverte tardivement, on s'étonne qu'elle soit restée si longtemps invisible. Quand l'œil contemple le ciel nocturne, il voit d'innombrables points lumineux au milieu de vastes espaces sombres. Le célèbre paradoxe d'Olbert énonce, si l'univers est réellement infini et éternel comme l'exigeait Newton, toute ligne de visée depuis n'importe quel point devrait tôt ou tard aboutir à la surface d'une étoile. La voûte céleste entière devrait briller d'une luminosité insoutenable, pas moins que la surface du Soleil. Le simple fait qu'il existe une nuit noire constituait la preuve irréfutable que quelque chose était fondamentalement faux dans le modèle dominant. La scène était prête pour l'apparition du prochain titan de la physique, Albert Einstein. En 1915, il fit exploser l'ancien monde en publiant la relativité générale, changeant à jamais la physique. Ces équations révélèrent une réalité radicalement nouvelle, le temps ralentit lors d'une accélération et à l'approche de la vitesse de la lumière. L'espace et le temps ne sont pas des entités séparées, mais une unique tissu dynamique, l'espace-temps. La gravité n'est pas une force mystérieuse à distance, mais la conséquence de la courbure de ce tissu par la masse et l'énergie. Le Soleil ne tire pas la Terre. Il courbe l'espace-temps environnant, et la Terre suit la trajectoire la plus courte dans cette courbure quadridimensionnelle, comme une bille sur une feuille de caoutchouc déformée.
En 1919, lors d'une éclipse totale de Soleil, l'expédition d'Arthur Eddington apporta la première confirmation empirique de la relativité générale. Si Einstein avait raison, la lumière des étoiles lointaines devait être déviée en passant près du puits gravitationnel du Soleil. Les résultats furent précis, les étoiles s'étaient déplacées exactement comme la théorie l'avait prédit. Einstein devint instantanément une célébrité mondiale, et le Times proclama l'effondrement des conceptions newtoniennes. Mais le révolutionnaire lui-même se heurta immédiatement au même problème d'effondrement qui avait tourmenté Newton. Les équations d'Einstein montraient qu'un univers statique et éternel est mathématiquement impossible, il est instable. Il doit soit s'étendre, soit se contracter de façon catastrophique. Einstein, comme Newton, ne voulait pas d'un univers dynamique. Il ajouta donc à ces équations un terme arbitraire, la constante cosmologique, postulant que l'espace vide possède sa propre énergie répulsive. En ajustant précisément sa valeur, il parvint à maintenir artificiellement l'univers statique. Plus tard, il qualifierait cela de « plus grande erreur de sa vie ». Cependant, l'idée d'énergie du vide reviendra plus tard avec une importance stupéfiante. Peut-être Einstein avait-il profondément raison à son sujet, bien que pour de mauvaises raisons. Pendant qu'Einstein luttait contre sa propre « erreur », des astronomes observateurs, loin des bureaux théoriques, collectaient des données qui enterreraient définitivement l'univers stationnaire. Pendant des siècles, les télescopes avaient repéré de faibles taches floues, les nébuleuses. La plus remarquable était la nébuleuse spirale d'Andromède. S'agissait-il simplement de nuages de gaz et de poussière à l'intérieur de la Voie lactée ou de quelque chose de bien plus grand? La clé fut fournie par une astronome exceptionnelle et souvent sous-estimée, Henrietta Swan-Leavitt. Elle étudia les céphéides, l'étoile variable dont la période de pulsation est strictement liée à leur luminosité absolue. En connaissant la période, on peut calculer la luminosité réelle, puis, en la comparant à la luminosité apparente, déterminer la distance exacte. Ainsi naquit la chandelle standard des céphéides, une règle cosmique. Entre en scène Edwin Hubble. En appliquant la méthode de Leavitt à la nébuleuse d'Andromède, il obtint une distance d'environ 900 000 années-lumière, selon les premières mesures, clairement au-delà de la Voie lactée. En un instant, la taille perçue de l'univers se multiplia par millions. Les nébuleuses se révélèrent être des galaxies géantes séparées et des univers-îles. L'univers devint effrayamment immense. Mais Hubble alla plus loin. Il commença à mesurer les vitesses de ces galaxies grâce au décalage vers le rouge, l'allongement des ondes lumineuses des objets qui s'éloignent. Le résultat fut stupéfiant, presque toutes les galaxies s'éloignent de nous. Et plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement et strictement proportionnellement à sa distance. C'est l'image exacte d'un espace en expansion, les galaxies comme des points sur la surface d'un ballon qui se gonfle. L'univers stationnaire était mort. Les équations d'Einstein s'avéraient justes dans l'esprit, et la constante cosmologique superflue. Un univers en expansion obligeait à rembobiner le film, tout devient plus dense et plus chaud. En fin de compte, un état super dense et super chaud. Le prêtre belge et cosmologiste Georges Lemaître fut le premier à le décrire comme un atome primitif et déclara que nous vivions dans les cendres d'un gigantesque feu d'artifice. Puisque l'espace et le temps sont liés, cet état fut interprété comme le commencement du temps lui-même, un jour sans hier. Ainsi naquit le modèle classique du Big Bang avec singularité à un point de volume nul et de densité infinie où la physique s'effondre. Hawking et Penrose démontrèrent mathématiquement l'inévitabilité de la singularité dans la relativité générale lors d'une expansion. Cependant, le récit scolaire omet généralement que la singularité classique n'est presque certainement pas une réalité physique. La plupart des cosmologistes sérieux ne la prennent pas au pied de la lettre. Le premier grand problème est le problème de l'horizon. Le fond diffus cosmologique, rayonnement relictuel, présente une température presque parfaitement uniforme de 2,7 K dans tout le ciel. Mais selon le modèle classique, les régions opposées n'avaient pas pu échanger de chaleur dans les 380 000 ans précédant l'émission de ce rayonnement, la lumière n'avait tout simplement pas eu le temps. D'où vient une homogénéité aussi frappante? Deuxième problème, le problème de la platitude. L'univers est incroyablement proche de la géométrie plate, or c'est un état instable, la moindre déviation aurait dû s'amplifier en 13,8 milliards d'années. Troisième problème, le problème des monopôles. La théorie en prédisait une énorme quantité dans l'univers très jeune, mais on n'en observe aucun, et s'il y en avait, l'expansion se serait arrêtée instantanément. La singularité elle-même est le signe que la théorie a atteint sa limite. Cela a poussé à un nouveau changement de paradigme. La crise exigeait une solution radicale. Elle fut apportée par un jeune physicien, Alan Guth.
S'appuyant sur la physique des transitions de phase et du surfusion, il proposa que l'univers très primitif soit resté coincé dans un faux vide doté d'une énorme énergie du vide. Cette énergie provoqua une expansion exponentielle, l'inflation en moins de 1,0 seconde, le volume augmenta d'un facteur astronomique. L'inflation résolut élégamment les trois problèmes d'un seul coup. Problème de l'horizon, avant l'inflation, tout le volume observable était minuscule et avait eu le temps d'homogénéiser sa température, puis il fut gonflé. Problème de la platitude, l'expansion exponentielle, lisse, n'importe quelle courbure. Problème des monopôles, ils furent dilués à une densité négligeable. De plus, l'inflation expliqua l'origine des structures, les fluctuations quantiques du champ inflationniste furent étirées à des échelles macroscopiques et devinrent les germes des galaxies. Les variations de température dans le rayonnement relictuel correspondent parfaitement aux prédictions de l'inflation. Nous pouvons désormais répondre, qu'est-ce qui a réellement explosé? Pas une singularité, mais une transition de phase énergétique. Le Big Bang est le moment où, après l'inflation, l'énergie du vide du champ inflationniste s'est rapidement convertie en particules et en rayonnement, processus de réchauffage. C'est ce cataclysme qui a créé le plasma chaud et dense, le début de la phase chaude classique. La singularité n'est pas nécessaire. L'explosion est une transformation. L'inflation est devenue le courant dominant parce que ses prédictions, spectres des fluctuations du CMB, sont brillamment confirmées par les satellites Cobb, WMA, Planck. Mais l'inflation mène à une conséquence encore plus radicale, l'inflation éternelle possible et le multivers. Dans certains modèles, l'inflation s'arrête localement, donnant naissance à des bulles d'univers chaud, tandis qu'autour elle continue éternellement. Dans différentes bulles, les constantes fondamentales peuvent être différentes. Le multivers explique le réglage fin de notre univers, mais reste l'objet de débats passionnés et n'est pas accepté par tous en raison de son caractère difficilement falsifiable. Guth lui-même reconnaît que l'inflation n'explique pas d'où venait le champ inflationniste ni ce qu'il y avait avant. Pour cela, il faut une gravité quantique. La conclusion principale de la cosmologie moderne, le Big Bang n'est pas le commencement de l'existence à partir de rien, mais une transition d'une phase inflationniste froide vers une phase chaude. Ce fut l'instant de l'allumage, quand l'espace, déjà gonflé de façon exponentielle, se remplit soudain de chaleur, de lumière et de matière. Au lieu d'une création ex nihilo, une transformation d'une forme d'énergie en une autre. L'inflation n'est pas la vérité définitive, mais un modèle de travail qui sera affiné ou remplacé. Comme Newton a cédé la place à Einstein, le Big Bang classique a cédé la place à l'inflation. On recherche actuellement les ondes gravitationnelles primordiales, les trous noirs primordiaux et d'autres, fossiles, de l'univers très jeune. Derrière l'inflation pourrait se trouver la gravité quantique, rebond, état intemporel ou autre chose encore. Nous ne lisons pas un livre fermé, nous lisons un brouillon encore en cours d'écriture. En regardant le ciel nocturne, vous ne voyez pas seulement des étoiles, mais le résultat d'une chaîne de transition de phase, de fluctuations quantiques étirées et de la conversion de l'énergie du vide en matière. La cosmologie moderne n'est pas un mythe achevé sur l'origine, mais une porte ouverte et un voyage qui se poursuit. L'univers nous a laissé assez d'indices pour que la recherche continue.